Oui. Le ramadan, il sera en juin. Il commence vers le 12-13 juin. Non, c'est pas tout. Non, ça a été pensé pour ne pas tomber dans le ramadan. D'ailleurs, le ramadan, on pensait bien que le ramadan en Iran, c'est pas tout à fait... Enfin, il y a une chose assez intéressante avec le ramadan en Iran, c'est que, surtout à Téhéran d'ailleurs, après la révolution et on va dire pendant les années 90, oui, il y avait une certaine pression sociale pour que le ramadan se fasse et maintenant ça s'est extrêmement libéralisé. Et au fond, moi je me souviens très bien d'avoir donné des cours une fois, quelques années l'été, et c'était justement à la période du ramadan, cours de français, conversation, et puis on parle de la question du ramadan et les étudiants sont très surpris d'avoir vu à la TV que, par exemple, dans le Maghreb, ils font le ramadan, 70% de la population, même 80% de la population fait le ramadan. Et alors on fait un petit sondage comme ça dans la classe pour savoir qui le fait, un peu à la fois dans leur famille, dans leurs connaissances. Donc pour vous situer, parce que bon, évidemment c'est un petit sondage qui n'a pas très grande valeur, mais quand même ça donne une petite indication. Donc c'est classe moyenne de Téhéran, éduquée, bourgeoisie assez moyenne, pas forcément très haute, et qui a une forte envie d'aller à l'étranger. Donc on est arrivé au fond au chiffre de 10%, donc qui faisaient le ramadan. Donc dans cette couche de population-là, ce qui est vraiment infime. Et donc là la particularité, c'est que maintenant, par exemple, dans les entreprises, c'est tout à fait toléré d'avoir des gens qui ne font pas le ramadan. Mais simplement, on demande aux gens qui boivent ou qui mangent de ne pas le faire devant les autres. Alors le résultat, au fond, dans les entreprises, c'est assez cocasse, enfin ça pourrait donner des films, c'est qu'à l'heure du déjeuner, vous avez les gens qui font le ramadan qui sont dans les étages, une trentaine de personnes, et puis vous avez les 300 qui mangent des sandwichs au sous-sol. Et c'est comme ça l'Iran maintenant. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a une religiosité qui est maintenue dans la rue, mais qu'en fait, à l'intérieur, je dirais en privé, vous avez des modes de vie qui sont parfois, je dirais, à 1000 km de cette religiosité. Et de même, je dirais même pour les gens, on a souvent fait la réflexion, pour les gens qui ont l'habitude des pays islamiques, l'appel à la prière, par exemple, qu'on entend de façon extrêmement forte dans certains pays, bien, en Iran, à moins d'être vraiment à côté, notamment d'une mosquée, d'un institut religieux, bon, c'est quand même relativement rare qu'on entend. Là aussi, il y a un contraste assez saisissant, si vous voulez, entre l'image que la République islamique voudrait donner de son islam, l'islam, je dirais, vraiment presque péremptoire, prégnant, partout visible, et puis la diversité, je dirais, des vécus de l'islam. Sans compter, encore une fois, que beaucoup d'Iraniens, au fond, ont une spiritualité. Il y a au fond très peu d'Iraniens qui vont se dire athées, mais beaucoup vont avoir une spiritualité, on va dire, plus politique, et qui ne vont pas pratiquer l'islam avec les saints prières, le ramadan, et en revanche, ils vont beaucoup apprécier la pensée mystique, et c'est quelque chose qui est vraiment diffus et au fond assez visible dans la population iranienne. Oui. Est-ce que cette différence-là, elle est liée au fait du chiisme ou bien à une espèce de vieille tradition de religion propre à l'Iran? Alors, il y a les deux en fait. Si vous voulez, la particularité de l'Iran en termes d'histoire des religions, c'est tout de même que ça a toujours été un carrefour des religions, des influences, et surtout ça a été un des grands foyers des mystiques ou des gnoses. Donc il y a une sorte de fond, si vous voulez, qui fait que les Iraniens vont assez vite, je dirais, développer des philosophies mystiques. Toute la tradition néo-platonicienne a vraiment eu un écho assez considérable dans toute la philosophie iranienne, même des synthèses qu'on n'imaginerait pas maintenant. Par exemple, le zoroastrisme mazdéif, c'est la religion de l'Iran antique, une métaphysique assez complexe. Il y a toujours des zoroastriens aujourd'hui en Iran, mais ils sont très minoritaires. Mais les idées zoroastriennes ont survécu à l'intérieur de l'islam, et elles ont été notamment perpétuées par un célèbre philosophe du XIIe siècle qui s'appelle Sohrabadi, qui a fait une sorte de synthèse entre la philosophie grecque,
philosophie islamique, et puis la philosophie grecque. Et c'est cette synthèse-là qui va être reprise au début du XVIIe siècle, célèbre théologien mystique du nom de Bola Sandashvili, qui va nous faire une sorte de synthèse, justement, s'abreuvant à différents horizons, et cette synthèse est toujours enseignée à Rome. Donc ça veut dire que dans les instituts religieux de Pau, où on imaginerait peut-être de loin qu'on a affaire à un islam extrêmement rigoureux, vous avez encore des idées zoroastriennes. Et de plus en plus, d'ailleurs, dans la recherche universitaire, on s'intéresse à des questions d'influence. Par exemple, notre religion qui est née en Iran, qui s'est développée en Iran, le manichéisme, il semble que le manichéisme a eu une très forte influence sur l'islam iranien. Donc, l'islam a été, je dirais, un arc-en-ciel, je dirais, en termes néo-philosophiques et spirituels. Oui. Il y a un film qui était sorti il y a quelque temps, un film iranien, où il y avait justement, vous parliez d'imam, de rhétorique et de scolastique. Est-ce que ce film, on a entendu parler, est-ce qu'il a un intérêt quelconque? Où il y avait, semble-t-il, la réunion de un documentaire sur trois imams, c'est ça, qui conversaient les uns avec les autres? Oui, tout à fait. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Mais bon, c'est... Bon, oui, le réalisateur a peut-être une... Non, c'est très intéressant. Mais disons, discuter avec les mollahs n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il faut... Je m'explique pourquoi. Ce sont des gens qui reçoivent une formation. Alors maintenant, dans les cursus, on va dire, théologiques, religieux, vous avez un modèle qui est souvent inspiré du système universitaire occidental. Mais tout de même, ce sont des gens qui reçoivent dans leur formation des bases de rhétorique, scolastique, telles qu'on les connaissait au Moyen-Âge. Donc ce sont des gens qui savent débattre avec un art et une subtilité tout à fait remarquable. Donc si vous voulez affronter ces gens-là, vous pouvez, c'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, souvent le président Jorani, qui est un mollah, qui est né de ce moule-là, souvent les Iraniens disent « Ah oui, c'est un vrai mollah parce que lui, il arrive à faire toute une courbe de discours et finalement à la fin, vous ne savez absolument pas ce qu'il a voulu dire. » Donc ça, c'est voilà. Donc c'est pas facile non seulement de converser avec ces gens-là, mais après d'en faire un film aussi. Oui, quand j'ai faim et quand je suis perdu, je parle persan. Comment les femmes s'accommodaient? Alors elles pâtissent parfois de certaines situations, mais au fond, elles se sont très bien accommodées, elles ont su tirer leur épingle du jeu, et en tout cas, il y a eu deux choses. D'abord, la famille iranienne a toujours une importance assez considérable dans la société et la culture, et ça, je dirais, à tous les niveaux, je dirais, au niveau aristocratique, au niveau bourgeois, au niveau nomade et nomade aussi. Et puis, au niveau de l'histoire récente, contemporaine, la révolution islamique a voulu, je dirais, remplacer les femmes dans un rôle assez traditionnel de mère de famille. Et la guerre à Iran-Irak est arrivée, si bien qu'ils ont dû remplacer en fait les hommes dans tous les secteurs d'activité, pratiquement. Et donc, une fois que les gens remplaçaient, ils n'ont pas quitté leur domaine. Donc, les femmes sont absolument partout dans la société. Il y a de plus en plus d'étudiantes, et je dirais qu'elles elles ont un pouvoir et une influence, mais il y a aussi, d'un point de vue sociologique et anthropologique, est parfois assez difficile à mesurer. Et, si vous voulez, seules les femmes peuvent vraiment voir comment les femmes vivent en Iran. Parce qu'à partir du moment où vous avez un homme, par exemple, dans une assemblée, la femme va jouer son rôle, en quelque sorte, comme au théâtre. Et au fond, c'est quand tous les invités, les gens externes de la famille ont quitté la salle, la pièce, que la femme va vraiment révéler son rôle. Et là, on comprenez très très vite que les rôles s'inversent. C'est-à-dire qu'autant la femme va servir son mari, être polie, jouer son rôle de maîtresse de maison, mais une fois que les hommes, que les invités sont partis, là on se rend compte à quel point elle a une domination sur la famille, et même je dirais sur la société. Imaginez par exemple que le mollah qui va faire son prêche à la mosquée du vendredi, il va dire, bon, les femmes elles doivent faire ça, elles doivent faire ceci, elles doivent faire cela. Bon, oui, tout à fait. Mais il va rentrer à la maison et sa femme va se gêner de lui faire des remarques. Et c'est ça qui
qui a fait évoluer les choses, et c'est ça, d'une certaine manière, qui c'est le canal de transmission de l'influence de la femme, à l'intérieur d'un système qui est effectivement relativement traditionnel, en tout cas jusqu'à un certain point, où le domaine public est essentiellement masculin, et le domaine intime, privé, féminin. Mais en même temps, bon, maintenant vous avez une sorte d'échange des compétences, de tout est bouleversé. Et puis surtout adhérents, alors on voit des évolutions sociales qui auraient été impensables il y a 20 ans. Des couples non mariés qui vivent ensemble, des jeunes couples qui se choisissent et qui ne sont pas choisis par leur famille, des couples même qui n'ont pas d'enfants et qui ne veulent pas avoir d'enfants, ça ce sont des phénomènes tout à fait nouveaux. Et ça petit à petit, c'est quelque chose qui va pas, je dirais, influencer tout le pays, mais quelque chose qui va donner le ton d'une certaine libéralité sociale, libéralisation sociale, et là la femme, je dirais, idéalement, on imagine assez bien que c'est le modèle occidental qui va peu à peu se superposer au modèle islamique et ne pas le supplanter, mais en tout cas le relativiser. Et que le domaine islamique, enfin le modèle islamique encore promu par certains théoriciens va peut-être s'estomper ou dominer encore peut-être dans des provinces ou des villages, encore que là aussi il faille vraiment être très très prudent. Disons, mais sachez que l'Iran est très très vaste. Donc, les généralisations sont de toute façon essentiellement problématiques. Lorsque vous parlez par exemple du rapport homme-femme, sachez qu'il est très différent en milieu citadin et très différent en milieu nomade. Là, en milieu nomade, il n'est pas question d'avoir toutes ces règles, tous ces corsets que l'on a en milieu citadin, parce que les nomades ont toujours eu la nécessité de survivre. Donc là, le respect du port, du voile, etc., ça passe par-dessus bord. Et que selon les ethnies, les cultures, chez les Kurdes, chez les Balouches, chez les Turkmènes, là aussi vous avez des fonctions, des rapports tout à fait différents. Donc là, c'est encore une fois, c'est plutôt une mosaïque, et là, dans cette mosaïque, c'est difficile de généraliser sans produire des remarques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les femmes ont accès à l'université. Oui, tout à fait, oui, il y a même un pourcentage plus important de... Alors qu'on aurait pu penser qu'un public islamique, ils auraient un petit peu étouffé à ce niveau-là. Non, mais parce que encore une fois, il y a une chose qui est très importante, c'est que les Iraniens, ils sont d'abord Iraniens avant d'être musulmans. Et qui tiennent d'abord compte de leur culture iranienne avant de la culture musulmane. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que l'islam, dans leur tête, c'est toujours une religion qui vient de l'ailleurs, qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de leur terroir, ni de leur terroir culturel, linguistique ou religieux. Donc c'est pour ça qu'au fond, ils apprécient le poète Hafez, par exemple. C'est que le Coran, bon, c'est le livre sacré de l'islam, mais Hafez, c'est là où ils sont chez eux, et où ils ont une sorte de langage mystique qui leur parle directement. Donc, dans leur manière de vivre l'islam, dans leur manière de transmettre la culture, ils vont d'abord transmettre des valeurs iraniennes, le nouvel an, la famille, un certain nombre de légendes, de contes. Bien sûr, ils vont utiliser les prières musulmanes, ils vont faire la prière musulmane, le ramadan, mais toujours, ce qui va être au centre, c'est au fond une certaine idée de l'identité iranienne, et qui est pour eux beaucoup plus centrale au fond que l'islam. Même si parfois, ils sont plus musulmans qu'ils ne veulent l'avouer, ça c'est clair aussi. Mais dans tous les cas, les Iraniens sont d'abord Iraniens avant d'être musulmans. Ça c'est tout à fait fondamental. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'Iran et combien de temps y passez-vous par an? Écoutez, moi, la première fois que j'étais là-bas, c'était fin des années 90, je crois que c'était en 1999, et bon, j'avais été émerveillé par le pays. Je connaissais un peu sa mystique et sa philosophie par des lectures, mais j'avais été émerveillé par un pays aussi riche, aussi diversifié, et aussi peu connu. C'est-à-dire que la première fois que j'ai débarqué là, que même si j'avais une connaissance théorique ou livresque de l'Iran, de son patrimoine, mais vraiment voir la lumière, les couleurs, la respiration, l'espace, le temps, la manière de gérer le temps, tout ça c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Donc là, ça m'a tout de suite intéressé. Et c'est à partir de là, au fond, que j'ai décidé de consacrer mes travaux essentiellement en Iran. Alors après, pendant plusieurs années, j'étais peut-être 3-4 mois par année en Iran, et puis depuis à peu près 2 ans, j'y suis 7, 8, 9 mois par année. Je suis à terre.
ce qui est assez dommage, c'est que bon, la culture iranienne est tout à fait fondamentale pour toutes ces régions-là, mais qu'au fond, elle est très peu étudiée maintenant au milieu universitaire. Il y a vraiment, par exemple en France, hein, il y a une prédominance, on va dire, des études du monde arabe sur le monde persan, sur le monde turc. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que le monde persan, c'est un monde considérable qui ne se limite pas à l'Iran. Hein, c'est au fond toute l'influence persane en Asie centrale, jusqu'en Inde du Nord. Et je dirais que là, les 30 ans de République islamique, enfin les 30 ans d'embargo, si vous voulez, ont malheureusement non seulement touché l'économie, mais aussi la culture. Donc, à part des études, je dirais, contemporaines, surtout du fait du monde anglo-saxon, mais qui sont souvent faites avec des jumelles, c'est-à-dire qu'on écrit sur l'Iran depuis un bureau à Londres ou à Washington, malheureusement, il y a très peu, au fond, de connaissances de terrain. Alors qu'il y a un patrimoine à mettre en valeur, à faire connaître, c'est un travail absolument considérable, mais qui n'a pratiquement pas été fait. Mais vous êtes là. Oui, non, mais il y a beaucoup d'autres, heureusement. Mais c'est vrai que, vous savez, même, par exemple, pour publier des livres, c'est très difficile, parce que les éditeurs sont très frileux, qui concernent l'Iran, vous savez, de façon générale, mais ça va changer. Mais c'est très très difficile de faire connaître, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose de moins, et enfin, toutes les personnes qui s'occupent un peu de ces territoires. Encore une fois, on peut espérer que ça change un petit peu, que le regard d'intérêt permette de raviver. Est-ce que la tenue de nombreux touristes a changé? Oui, alors disons, le tourisme iranien, il faut savoir que c'est un tourisme quand même qui est culturel, essentiellement. Donc là, ça le limite forcément. Vous n'allez jamais avoir l'idée de faire du balnéaire en Iran. Si vous avez cette idée-là, bon, sachez que ce n'est pas une très bonne, parce que les gars, effectivement, des plages, mais elles ne sont pas mixtes, et puis que bon, c'est assez embêtant. Donc c'est un tourisme quand même très limitatif, et qui en fait, maintenant on le voit avec l'afflux du tourisme qui est structurellement défaillant. Par exemple, à Ispahan, on a un problème d'hôtel absolument considérable. Il n'y a pas assez d'hôtels de bonne qualité pour accueillir tout le monde. Donc, c'est un tourisme qui est corseté. Il y a tout un tourisme, on va dire, nature, sport, qui va certainement se développer. Faire du ski à Téhéran, enfin, juste au-dessus de Téhéran, c'est assez intéressant, c'est assez inédit en tout cas. Mais je dirais l'essentiel, c'est le tourisme culturel. Donc là, forcément, il est limité. Et les gens qui vont faire un voyage en Iran, ce sera un voyage culturel, donc ça va déjà filtrer, si vous voulez, un certain public. Ce seront forcément des gens qui seront intéressés au pays, à la culture. Et là, je dirais que ça ne va pas changer fondamentalement les choses pour la population iranienne. Là où ça changerait, c'est dans la mesure même, mais là, on ne voit pas encore le début du commencement de la chose, où le ministère du tourisme iranien déciderait peut-être d'introduire certaines nouveautés pour augmenter l'attractivité. On pense même pas, enfin on n'imagine même pas dans les rêves les plus fous que les touristes étrangères puissent enlever leur foulard, par exemple. Mais on peut imaginer, par exemple, que dans certains hôtels, on sert de l'alcool. Et là ce serait une petite révolution. Donc pour l'instant, je dirais qu'il y a un certain nombre de restrictions culturelles, idéologiques, qui font que l'Iran a une sorte d'image d'austérité, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité du pays, en fait. Mais tel quel, dans la situation présente, c'est un développement touristique qui est assez limité, et donc je dirais que son impact culturel sur les populations, il est aussi comme ça. Et je raconte que ce point du foulard des touristes étrangers, c'est tout de même un peu un frein, je trouve. Oui, tout à fait. Oui, non, mais ça, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent aux différentes autorités en charge du tourisme, mais où ça rentre dans une oreille, c'est sans parler. Ils imposent des... Oui, alors, mais en fait, le problème logistique est le suivant. Si vous autorisez des étrangers à ne pas porter de foulard, alors là... Vous voyez un petit peu le portrait, le tableau. Oui, on s'habitue. Et puis alors les Iraniennes qui
style très élégant, qui ont un souci du raffinement, ont utilisé le voile, je dirais, à leur avantage. Vraiment, le voile est un outil de séduction. Il y a quelques, par exemple, il y a différents types de voiles. Hein. Il y a simplement le foulard qui est comme ça. Il y a aussi un certain type de voile en fait, qui s'appelle le hijab, particulièrement moche d'ailleurs, qui a été conçu pour les milieux officiels, par exemple les enseignants, qui doivent quelque chose d'assez strict comme ça. Ça, je veux dire, au niveau vestimentaire, c'est absolument irrécupérable. Mais je dirais, lorsque les Iraniennes sont en liberté, là, elles ont vraiment fait un effort. Et on a même vu assez récemment, d'ailleurs, une utilisation qu'on peut appeler post-moderne du chador, c'est-à-dire cette espèce de cape noire qui est encore par-dessus. Et certaines jeunes filles en font même une sorte d'instrument de séduction. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui était tout à fait associé à des femmes traditionnelles, et puis dans la mythologie populaire, à des vieilles femmes qui de toute façon, n'avaient plus grand-chose à cacher. Mais, voilà, je cite, comme on le rapporte, donc j'entends il faut savoir que les Iraniens ont une plasticité, une fluidité, une capacité d'adaptation, de jouer avec les codes qui est tout à fait extraordinaire. Et ça vient à la fois, je dirais, le système politique où ils ont toujours été contraints d'une manière ou d'une autre, ils ont toujours dû trouver des voies pour s'en échapper, et puis aussi ça vient, je dirais, de leur art, de leur poésie, qui a toujours joué sur, je dirais, des symboliques, des allégories, des métaphores, où justement on exprime à travers quelque chose une multitude de choses, où une multitude de choses se compriment ainsi dans un symbole, et où les Iraniens maîtrisent tout ça. Donc, chaque fois que le gouvernement veut, d'une certaine manière, réduire le champ de liberté ou le champ d'action, les Iraniens trouvent toujours. C'est ça qui fait leur force, d'une certaine manière, et c'est ça aussi qui fait, je dirais, la capacité d'innovation et d'inventivité des Iraniens. C'est d'une certaine manière, ça peut être un stimulant de leur imaginaire, autre chose. Parce qu'ils ont développé des solutions qu'on n'aurait jamais pensé possible, je dirais, dans des conditions moins restrictives. Donc oui, c'est un phénomène, on s'y habitue assez vite. Enfin, en tout cas, toutes les femmes que j'ai pu avoir dans des visites guidées comme ça en Iran, on dit que le premier jour, ça surprend un peu, puis pas deux jours, ça va. Mais c'est vrai que c'est un frein. Oui, madame. Oui, monsieur, je voulais vous demander que représente le coût du visa pour des Iraniens qui viendraient en Europe, en France particulièrement. Parce que j'ai l'impression que c'est une somme importante et qu'il faut étudier pour les Iraniens un peu le répondant qu'ils ont sur le plan de leurs finances en général. Est-ce que je me trompe? Oui, alors en fait, la réponse est à plusieurs étages. Disons que le coût des visas pour les Iraniens, les visas Schengen, pour prendre cet exemple-là, bon, à ma connaissance, ça doit tourner autour des 70-80 euros. Mais c'est-à-dire que lorsque les Iraniens veulent avoir un visa, ils doivent fournir un certain nombre de documents, notamment un extrait de compte bancaire, montrant qu'ils ont une somme suffisante pour, je dirais, ne pas être à la charge du pays si il y a un problème. Donc il n'y a pas de système Erasmus, d'échange? Non, il y a des échanges, c'est vraiment minime. Ensuite, je dirais au niveau des visas, il y a un autre problème, c'est que c'est assez compliqué pour les Iraniens d'avoir des visas. Donc il y a tout un système, je dirais, au noir, où en fait, les Iraniens, pour avoir un visa au noir, peuvent payer facilement 500-600 euros. Et ça, c'est vraiment un système. Alors, par exemple, la Grèce, en ce moment, vend littéralement les visas, parce que, ben voilà, j'imagine qu'ils ont besoin d'argent, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, tout le monde veut avoir un visa de la Grèce parce que c'est pour l'instant un endroit facile. Et malheureusement parce qu'il y a des gens à l'intérieur du service des ambassades qui justement profitent de la situation et puis peuvent faire obtenir des visas comme ça, mais et à Téhéran, il y a des agences qui pratiquement ne font que ça, c'est-à-dire de proposer des services pour l'obtention d'un visa, et ça se paye des centaines d'euros.
Donc ça, c'est une situation assez malheureuse, mais et alors chaque ambassade fait un peu ce qui lui plaît, ce qui n'est pas une situation extrêmement simple. En dehors du foulard, et le reste du code vestimentaire pour les européennes, enfin là, au niveau des pieds, des mains, des épaules. Alors bon, il y a le foulard sur la tête, il y a aussi une sorte de ce qu'ils appellent le manteau, il y a quelque chose, ça peut être une sorte de blouse comme ça qui descend jusque là, et qui couvre, jusque là. C'est pas très géométrique. Hein, on dit généralement jusqu'au genou, mais en réalité on voit que même des jeunes filles maintenant le portent jusque là. Donc voilà. Disons pour ne pas avoir de problème, disons à peu près juste au-dessus des genoux, et puis avec des manches. Et les mains libres et les pieds? Ah oui, les mains libres et les pieds, oui, tout à fait. À un moment donné, les chaussettes, oui, à un moment donné, ça allait absolument les chaussettes, mais là, non. De toute façon, en tant que touriste, vous avez d'une certaine manière, je dirais, des libertés que, voilà, éventuellement, les mais c'est pas très oui, très facile. Oui, généralement en anglais. Non, les Iraniens sont des gens très chaleureux, qui aiment le contact, qui viendront très facilement vers vous, vous demanderont votre nom, vous demanderont tout de suite après que pensez-vous de l'Iran, vous accéderont quelques sentences politiques bien senties. Non, ça vraiment, alors le contact. Et aucun problème d'avoir des échanges libres? Non. Pas couche au coude? Non, disons, si vous voulez, moi ce que j'ai compris de... Parce que moi, j'ai jamais eu de problème. Pourtant, j'ai fait pas beaucoup de choses dans ce pays. Mais vraiment là où, si vous voulez, ça posera un problème, c'est si vous avez une activité politique qui est vraiment dirigée contre le gouvernement. Ça, ce serait vraiment problématique. Mais, à part ça, non. À part ça, on a plutôt l'impression qu'au fond, les gens qui se retrouvent dans cette fameuse prison des villes à Téhéran, bon, ce sont des gens qui sont au mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Enfin, il y a un certain arbitraire, et puis là, vous de toute façon rien à faire. Mais c'est pas une conversation politique qui va changer les choses. Et si vous avez l'occasion de prendre des taxis comme ça, vous allez entendre des conversations politiques à n'en plus finir. Et là où tout est déballé sans aucun problème. Métro. Oui, il y a le métro à Téhéran, oui, tout à fait. Donc, il est encore en construction, oui, tout à fait. Donc il y a des lignes qui fonctionnent, c'est des Chinois qui les construisent. Alors c'est pas aussi performant que le métro parisien quand même. On y est serré assez fortement.